Europe 1, 11h midi. Et si on partait? Philippe Googler. Et si on partait, nous sommes aujourd'hui en Inde, un pays dont on ne revient pas tout à fait comme avant. Aujourd'hui, nous sommes en studio avec Nicolas Idier. Nicolas, bonjour. Bonjour Philippe. Vous avez vécu plusieurs années en Inde, dans ce pays si marquant, si puissant en émotion, en énergie. Vous aimez le raconter dans vos livres, comme en 2019 avec une boîte de nuit à Calcutta, que vous avez coécrit avec Mackenzie Orsel. La première chose, moi, que je dirais de l'Inde, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est que c'est pas un monolithe, c'est pas un bloc, c'est extrêmement divers, hein, puisque ça va de l'Himalaya au nord jusqu'aux plages de Goa et du Kerala au sud. Comment vous le décririez, vous, en quelques mots, ce pays? C'est un pays immense. En tout cas, moi, c'est un pays qui m'a fait tourner la tête. Ouais. On y arrive. Alors, en effet, je pense que c'est un des voyages les plus importants qu'on peut faire dans une vie. Vraiment? Vraiment. Et pourtant, j'ai vu un certain nombre de pays, notamment en Asie. Mais c'est vrai qu'en Inde, peut-être grâce à sa diversité, grâce aussi à l'intensité de toute chose, il n'y a rien qui est fade en Inde. Ouais. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais en repos. La page n'est jamais blanche. Vous êtes toujours entouré de couleurs, entouré de bruit. J'ai beaucoup aimé dans votre reportage, il y a cette musique permanente. Alors parfois c'est le klaxon des voitures, c'est pas toujours la sitar, mais il y a toujours un environnement qui vous prend et qui vous emporte. Et c'est vrai que le Gange, c'est probablement le meilleur symbole de l'Inde, puisque ce fleuve immense qui charrie avec lui toute une histoire vous emporte avec lui. Oui, il vous emporte au-delà de la vie. Et il vous emporte même au-delà de la vie. Ouais. Et vous avez raison, il y a un foisonnement incessant qui peut être pour nous un peu troublant, un peu fatigant, un peu épuisant. C'est un pays qui n'arrête pas de vibrer autour de vous. Ah, c'est un pays, c'est comme un torrent d'eau qui vous tombe dessus. Ouais. C'est un pays qui vous lave, qui vous rince, dans lequel vous pouvez peut-être vous noyer, en tout cas c'est déjà arrivé pour certains. Ouais. Donc c'est un pays où il faut apprendre à nager, mais il ne faut pas résister à l'Inde. Il faut se laisser emporter par le courant, il faut essayer d'en profiter le maximum. Ouais. Parfois on sait qu'on va boire la tasse, parfois on sait qu'on sera totalement impuissant face à cette force extraordinaire de ce pays, mais il faut se laisser porter, il faut se laisser emporter. Ouais. Alors, je trouve que vous le racontez très très bien, et en même temps on a besoin de choses concrètes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se laisser emporter par l'Inde quand on est dans une ville comme Bombay ou comme Delhi? La première chose, il faut être patient. Il ne faut jamais vouloir trop de choses trop vite. Par exemple, quand vous êtes emprisonné, je crois que le mot est vraiment celui-là, emprisonné dans un embouteillage, dans une de ces grandes villes comme New Delhi, comme Bombay, comme Calcutta, comme d'autres villes encore, il ne faut pas vouloir, il ne faut pas s'énerver, il faut laisser le temps aux choses de se faire, et puis il faut en profiter pour regarder par la fenêtre, pour réfléchir, pour absorber le paysage foisonnant. Et ne pas résister, c'est aussi accepter que l'Inde, c'est à la fois le rêve et le cauchemar réunis. C'est à la fois le paradis et l'enfer. Mais c'est pas l'un après l'autre, c'est en même temps. La grande question en Inde, c'est la beauté et en même temps la laideur. L'amour et en même temps la haine. Vous avez tout ça mélangé en même temps. Alors, je traduis en termes concrets, c'est qu'à Bombay, effectivement, vous avez des quartiers étincelant pour les hommes d'affaires, pour les touristes de passage, il y a des choses très belles, des très beaux buildings, et puis juste à côté, avec le pas, vous avez un bidonville absolument atroce, et les deux sont en même temps, et tout ça grouillant de vie, et vous êtes toujours un petit peu perdu entre les deux, et vous avez raison, c'est ça qui est troublant. C'est très troublant lorsqu'on se retrouve face à un monument, par exemple, étincelant de beauté, comme le Taj Mahal, par exemple, ou la vieille mosquée, la Jama Masjid à New Delhi, et qu'en même temps, vous êtes harcelé par le spectacle de la très grande misère humaine. Vous ne savez plus exactement ce qu'il faut faire, s'il faut vous réjouir de la beauté ancienne, ou de la beauté de la nature, si on parle des paysages naturels, ou s'il faut vous sentir concerné, apitoyé, désolé parce que vous voyez de misère. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de mélange permanent de l'Inde comme une sorte de grand cocktail où vous avez finalement le meilleur résumé de la vie. C'est pour ça que je dis que c'est le voyage le plus important qu'on peut faire, parce que c'est le résumé de la vie. Comment vous différencieriez les trois villes, Bombay, Delhi, Calcutta ? Alors, Calcutta, déjà, ça a été la capitale pendant très longtemps de l'Empire britannique. Donc, c'est une ville qui, aujourd'hui, encore, est marquée par son patrimoine architectural européen, de très grands monuments victoriens, comme on peut voir à Londres ou à Paris, de larges avenues. Une des grandes avenues à Bombay s'appelle Park Street, donc, comme dans les grandes villes occidentales.
Et vous avez ce mélange de temporalité et en même temps, imaginez une seconde, en fermant les yeux, une Europe, une ville comme Paris par exemple, envahie par la nature, envahie d'arbres immenses qui ne sont pas des peupliers bien sages, mais qui sont des banyanes par exemple, qui littéralement coulent sur la rue, des petits troupeaux de singes, des vaches, des chiens errants, et tout ça mélangé. Donc c'est une ville très civilisée, et en même temps tout à fait sauvage. Voilà pour Calcutta. New Delhi est devenue capitale au XXe siècle. Ouais. Elle est devenue la première capitale de l'Inde indépendante en 1947. Et c'est une ville, en fait, qui est le rapprochement de deux grosses cellules. Une ville ancienne, la vieille ville de Delhi, au nord, construite autour de la mosquée, une ville donc avec un héritage moghol, musulman, arabo-musulman, et au sud, une ville qu'on appelle la Nouvelle Delhi, New Delhi, construite par le grand architecte de l'Inde britannique, Lutyens, une ville avec des larges avenues, le plus calme possible, et vous avez finalement ce rapprochement entre une ville folle, d'une densité humaine incroyable, la vieille ville, et une ville sage qui est New Delhi au sud. Delhi, et en ce qui concerne... Alors on parlera de Bombay juste après, excusez-moi, c'est moi qui vous interromps. Delhi qui est une des villes les plus polluées au monde. Selon certaines infos, rester à Delhi, c'est fumer 44 cigarettes par jour. C'est la même chose. Ah oui, non, mais c'est dramatique. Je pense que, c'est comme toutes les grandes villes du monde ultra développées, vous avez en effet ce problème de pollution. Et il faut ajouter à New Delhi une pollution un peu, entre guillemets, traditionnelle. Par exemple, à partir d'octobre, novembre, vous avez dans les plaines du Rajasthan une manière de renouveler la terre. Il faut faire la culture sur brûlis. Donc on brûle les champs et c'est vrai qu'il y a des déluges, des nuages de fumée qui tombent sur Delhi. Tout ça mélangé avec une humidité qui fait que la pollution a du mal à partir. Ouais. Donc c'est vrai que Delhi est très très pollué, comme Pékin, comme Mexico, comme ces très grandes villes qui sont peut-être allées un peu trop vite. Alors, on n'a pas parlé de Bombay, qui est une ville aussi fascinante, elle plus ouverte sur la mer, on est sur un port, là. Ah, moi j'adore Bombay. Bombay, alors j'ai longtemps vécu en Chine avant d'être en Inde, et en Chine j'aimais particulièrement la ville de Shanghai. Une ville finalement qui, parce que c'est un port, parce qu'elle est ouverte sur la mer, a été aussi peut-être davantage ouverte aux influences extérieure, occidentale, une forme de liberté qu'on retrouve dans les villes portuaires, un côté aussi un peu mauvaise fille, on flambe, on s'amuse, on fait peut-être un peu n'importe quoi. Et tout ça est un peu sauvage. Et c'est vrai que Bombay, c'est une ville magnifique aussi. Alors il faut se représenter aussi que Bombay, c'est une lagune, une longue bande comme ça de 7 ou 8 petites îles qui ont été progressivement reliées les unes aux autres. Alors là, en parlant d'embouteillage, en revanche, il n'y a pas monstrueux. Oui, moi j'ai fait des embouteillages de 3-4 heures à Bombay pour passer du nord au sud. Oui, ça fait partie de mes pires souvenirs. Mais il y a même des gens qui décident d'émigrer, de partir plus loin, de s'installer ailleurs, tellement c'est impossible de bouger dans Bombay. Il y a une sorte de deuxième Bombay qui s'est créée un petit peu plus au nord, je crois, et qui permet d'échapper à cet enfer. Quand vous avez un rendez-vous à Bombay, il faut compter 2-3 heures de déplacement, où que ce soit. Ah non, c'est infernal. Alors on peut prendre le métro tout de même, le métro et le train, et ça marche aussi. Et je pense que quand on parle de l'Inde, quand on pense à l'Inde et quand on a voyagé en Inde, c'est aussi beaucoup de souvenirs de chemin de fer. Oui, parce que l'Inde, c'est un des grands pays du train dans le monde. Les trains qui fonctionnent très bien, hein. C'est très au point. Moi, écoutez, je pense que l'Inde est devenue un pays grâce à deux choses. Grâce d'une part à la langue anglaise, qui a permis aux Indiens du Nord de pouvoir parler aux Indiens du Sud, et grâce au train, grâce au chemin de fer, puisqu'on pouvait voyager à travers l'ensemble du pays, et ça a été un vecteur extraordinaire de construction d'un sentiment d'appartenir à un pays. Ouais. Alors à Bombay, il y a aussi une fête absolument dingue, c'est la fête des couleurs. Ah oui, c'est merveilleux la fête des couleurs, c'est un peu la fête du printemps, c'est au début de l'année, et ça consiste à se jeter plein de couleurs sur soi. En poudre, sous forme de poudre. En poudre, oui, voilà, on s'envoie de la poudre de couleurs, et c'est aussi une fête de l'exubérance, c'est une sorte de carnaval en fait. Ouais. On s'affranchit de toutes les limites. Et l'Inde, on en parlera peut-être, c'est aussi le pays des contraintes sociales. Des castes, de l'ordre social, de tout ce qui vous enferme dans une identité. Et lors des fêtes, eh bien, brusquement, vous avez tout le monde réuni autour de la même célébration, jouissive, exubérante, complètement folle. Elle a un nom, cette fête, comment elle s'appelle? C'est la fête de Holi, avec un H. Oui. On va continuer à explorer l'Inde avec vous, Nicolas Idier, dans un tout petit instant sur Europe 1.
Et nous sommes en Inde aujourd'hui avec Nicolas Idier, auteur amoureux de l'Inde. Je suis également, bien sûr, accompagné de mes... J'ai cru que vous alliez dire, vous êtes également amoureux de moi. Non, rien à voir. C'est Je sais pas, bizarre vous que me vous regardez pensiez à comme ça. ça. Tout à Mais coup. l'un Je n'empêche pas sais l'autre. pas, c'est pas. Non, moi je suis fasciné par ce que nous raconte notre invité, complètement. Parce qu'il a tellement raison sur les contrastes, le fait que partir en voyage en Inde, il faut vraiment lâcher prise, quoi. Il faut oublier toutes les références qu'on a et se laisser porter par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien résumé. Donc, C'est un torrent de sensations et de et le seul d'énergie. truc qu'il faut quand même bien, faut bien avoir en tête, c'est que le oui et le non sont inversés dans la façon de le faire avec la tête. C'est vrai ça. C'est quand même un truc à comprendre dès le C'est-à-dire que début, pour sinon on est dire- mal. Pour dire oui, on dodeline On un hoche peu la de tête, droite à gauche, avec la tête. Qui pour nous voudrait dire non Ouais. ou peut-être. Donc il faut quand même, il faut bien comprendre ça pour pas avoir de malentendus. Et il faut se méfier, oui. On a souvent l'impression qu'on nous dit non, du coup, d'ailleurs. Nicolas Idier, il y a quelque chose qui est très troublant dans ce pays, c'est la notion de caste. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à comprendre quand on vient d'ailleurs. Comment vous l'avez ressenti, vous, ça, sur place ? Alors théoriquement, dans l'Inde d'aujourd'hui, les castes ne devraient plus exister. Politiquement, elles ont été supprimées. Mais dans la réalité, en effet, la caste, ça se définit de manière très simple, c'est que chacun naît avec une fonction définie. Donc si vous naissez en bas de l'échelle des castes, eh bien votre fonction, ça sera de nettoyer, par exemple. Si vous naissez en haut de l'échelle des Celle qui est castes... d'une caste inférieure devrait Exactement. nettoyer les toilettes. Exactement. D'accord. Et si vous naissez en haut de l'échelle, eh bien vous enseignerez, vous serez soldat, vous serez guerrier. Et les choses ne se mélangent pas. C'est-à-dire si vous êtes né dans les basses castes, eh bien probablement jamais vous ne pourrez jamais accéder à des fonctions qui sont trop supérieures. Et c'est quand même, je pense, un des combles de l'injustice humaine. Vous êtes enfermé dans votre destin à partir de votre naissance. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender quand on est voyageur, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on ressent tout de suite et qu'on peut voir de manière si flagrante. Ou est-ce qu'il y a... C'est vrai que ça saute pas aux Ça yeux du saute pas premier coup d'œil. forcément Faut aux le yeux. savoir, ouais. Sauf quand on prend le train, peut-être, on voit que des gens ne se parlent pas entre eux, il y a différentes classes, etc. Mais est-ce que pour un voyageur, il y a une manière de voir directement de manière directe, c'est plutôt dans le fonctionnement social d'une société que vous avez raison. Quand on est voyageur, c'est un peu l'arrière-boutique de l'Inde. On le voit pas forcément. Cela étant, on voit bien qu'il y a certaines personnes qui s'adresseront jamais à d'autres personnes. Et lorsque vous voyagez avec des Indiens, vous voyez par exemple le personnel des hôtels ou des gares ne s'adressera jamais, ou en tout cas ne regardera jamais dans les yeux certains de vos amis juste parce qu'ils savent qu'ils sont d'une haute caste. Donc ça se ressent tout de même de manière très très forte. Et a fortiori ensuite, avec les intouchables, carrément qui restent dans la rue. Et moi j'ai assisté à des scènes affreuses de gens qui... Enfin bon, c'est trop triste. J'ai pas envie de le raconter. Non, c'est atroce, mais il faut être... Quand je disais que l'Inde, c'est à la fois l'enfer et le paradis, c'est l'enfer pour certaines personnes. Juste une chose pour les castes où on le voit bien. Il y a une chose formidable à faire en Inde, c'est boire du chai. Vous savez, c'est ce thé très sucré avec du lait. Eh bien, il y a des petits pavillons, des petits stands de chai un peu partout en Inde. Eh bien, est-ce que vous savez pourquoi les gobelets dans lesquels vous buvez le chai sont en terre cuite ? Non. Ah non, pas du tout. Eh bien, parce qu'après l'avoir bu, on le casse pour éviter qu'il soit donné à quelqu'un d'une autre caste que vous, et que soit cette personne soit souillée parce que vous êtes en bas de lui, ou soit qu'elle extrapole sa condition en buvant dans le même récipient. C'est dingue. Mais alors, il parlait des fêtes justement de Holi, c'est-à-dire que les gens se mélangent. Donc comment, aujourd'hui, c'est plus possible de rester chacun dans sa caste. Il y a des couples qui se forment, des amours qui se forment. Ah oui, mais à quel Comment ils prix font ? À quel prix ? Alors, en effet, l'éducation aidant, il y a parfois des très belles histoires, mais très régulièrement, il y a en Inde des faits divers de couples, justement, d'amour impossible, qui sont obligés de s'enfuir le plus loin de leur village et de rejoindre les grandes villes, parce que c'est dans les grandes villes qu'ils trouveront la liberté. Alors, ces histoires d'amour compliquées, on les retrouve dans le cinéma, par exemple. Parce que le cinéma en Inde, c'est incroyable. C'est la première production cinématographique mondiale. Il y a 3000 films par an qui sortent en Inde. Et Bollywood, c'est fou. Ah, c'est absolument extraordinaire. Et c'est vrai que le cinéma en Inde, c'est probablement l'endroit où tout est possible. Ouais. Vous pouvez vivre les plus grandes histoires d'amour, les histoires d'amour impossibles, Roméo et Juliette fois 1000. Ça, c'est rendu possible par le cinéma. Et c'est toujours pareil, c'est que moi, j'ai une image de familles entières qui vont au cinéma, qui mangent pendant les films, qui chantent, c'est toujours comme ça ? Oui, le cinéma reste la grande religion de l'Inde. En revanche, malheureusement, le prix des places de
cinéma est désormais beaucoup plus élevé qu'avant, et c'est peut-être un peu moins populaire. Il n'empêche que les grandes stars de cinéma, comme Shah Rukh Khan ou Amitabh Bachchan, restent des dieux vivants. Alors, alors, on connaît tous les restaurants indiens dans nos entourages, mais qu'est-ce que là-bas on mange? Quel est vraiment le plat indien de l'Indien de tous les jours? Alors moi, ce que j'adore, c'est manger dans la rue. Donc le plat indien... Ça, c'est pas un peu dangereux au niveau santé? Alors il faut bien choisir. Moi, j'ai toujours considéré que les petits restaurants, tout petits, on leur fait confiance parce qu'on voit les cuisines. La cuisine, c'est simple, elle est devant vous. Vous arrivez et vous voyez la nourriture en train d'être préparée. Et les Indiens au quotidien, tous les jours, mangent le thali, c'est-à-dire un plateau en inox avec des petits compartiments, un peu de riz, un peu de légumes, un peu de condiments. Généralement végétariens, mais pas que, parce que tous les Indiens ne sont pas végétariens, Dieu merci. Et c'est vrai que l'histoire de la cuisine indienne, c'est une histoire de rue. Et le plat le plus courant? Le plat le plus courant en Inde, c'est probablement... Le dal, merci. J'adore. Le dal, des lentilles, entre le nord et le sud, la nourriture est quand même très différente pour le coup. Oui, elle est très très différente, vous avez raison. Déjà, les piments sont pas les mêmes. Dans le sud, c'est beaucoup moins pimenté qu'au nord. Et ensuite, vous avez dans le sud, et notamment au Kerala, du poisson. On mange énormément de fruits de mer. Le dal, je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un plat avec des lentilles. Et puis à côté, il y a un peu de viande, ou... Ah non, pas forcément d'ailleurs, parce que c'est souvent végétarien. Du riz, en revanche. On mélange le dal avec le riz. Et ce sont des lentilles corail, ce ne sont pas des lentilles du puits. Je précise. Et pas du tout les mêmes lentilles que chez nous. C'est délicieux le dal. Merci.